Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi sur Canal Algérie. Dans le numéro de ce soir, nous reviendrons sur certaines décisions qui ont été prises lors du Conseil des ministres de ce dimanche 12 juillet 2026. Nous reviendrons donc au programme de cette émission, le renforcement de la coopération entre l'Algérie, le Niger et le Tchad autour de projets structurants au service du développement et de la stabilité régionale, la transformation numérique de l'administration à travers le portail national des services numériques, mais aussi le développement de l'écosystème des startups devenu un véritable levier d'innovation et de croissance. Quels sont les enjeux de ces orientations? Quelles retombées concrètes pour les citoyens, pour l'économie nationale et pour le rayonnement de l'Algérie en Afrique? C'est ce que nous allons donc analyser avec nos invités de ce soir et j'aurai le plaisir d'accueillir M. Hssen Qassimi, expert en questions sécuritaires et migratoires. M. Hssen Qassimi, merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous M. Souheil Ghessoum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et expert en économie numérique. M. Ghessoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis nous avons avec nous notre consultant Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, il a été question lors de ce Conseil des ministres de l'importance stratégique des accords de coopération conclus avec le Niger et le Tchad, notamment dans le domaine de l'énergie et du développement. Monsieur Qassimi, quelle lecture faites-vous de cette orientation et en quoi traduit-elle la vision de l'Algérie pour son voisinage africain ? De toute façon, il y a une activité intense politique, diplomatique, axée principalement sur le continent africain. On peut parler de la politique africaine et de la nouvelle stratégie africaine de l'Algérie. Et là, si on doit comptabiliser un peu ce qui a été fait entre le Mali et le Niger, on pourrait recenser à peu près une cinquantaine de projets. 30 projets stratégiques avec le Tchad et une vingtaine de projets avec le Niger. C'est des projets qui sont importants, vous l'avez dit, je reprends un peu l'expression que vous avez utilisée, des projets qui sont structurants. Des projets qui sont structurants, qui vont impacter un peu le devenir de ces deux pays. Parce que là, vous devez savoir que l'Algérie s'engage dans une stratégie qui est cohérente, multidimensionnelle, devant répondre à des attentes des pays, nos partenaires, qui sont nos voisins, ou le Tchad, qui est contigu à l'Algérie et sur lesquels nous avons un passé historique, sociologique, culturel, identitaire, au niveau pratiquement de la partie sud-est, elle est commune, ce sont des espaces communs historiquement. Et là, l'Algérie s'engage pour réaliser un certain nombre de projets stratégiques. Et le président de la République, lors de ce dernier Conseil des ministres, a donné des instructions fermes pour qu'il y ait un bon suivi, une bonne évaluation. Et à ce titre, il a mis en place une commission sectorielle interministérielle d'évaluation et de suivi et il a confié la présidence de cette commission à M. le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, pour pouvoir un peu réaliser ces objectifs, ces projets dans les délais qui ont été fixés. Très bien. Alors, Mohamed Achir, l'Algérie souhaite bien sûr accompagner le Niger et le Tchad dans plusieurs projets, notamment dans le domaine de l'énergie. Au-delà de ces infrastructures, quelles sont les retombées sur le quotidien des citoyens, puisque l'humain est toujours au centre justement de cette stratégie? Effectivement, cet espace régional ou sous-régional est face à des problèmes complexes et multisectoriels. Donc d'abord, il y a la question sécuritaire qui est posée au niveau de cet espace sahélo-saharien. Il y a la question sur le développement, il y a la question de la migration et même la question du terrorisme. Donc dans tout cet espace, et sachant que la relation est circulaire entre les questions de développement et les questions de sécurité, donc l'Algérie a agi justement avec cette approche conciliant à la fois la sécurité et le développement. Et c'est pour cette raison que l'Algérie maintenant est en train d'intensifier sa coopération économique visant la création
la création d'abord d'un minimum infrastructurel, un minimum permettant aussi des services aux populations de ces régions. Et l'énergie, par exemple, est élémentaire pour le développement de ces régions. On ne peut pas développer n'importe quel espace sans l'énergie. Et justement, l'Algérie est là. Depuis ces derniers mois, on voit que les opérations se concrétisent sur le terrain. C'est-à-dire, ce n'est pas limité seulement à des discours ou des intentions, mais concrètement, on voit maintenant des projets concrets sur le terrain, notamment les 2 stations électriques de 40 MW installées au Niger, qui sont installées aussi au Tchad. Donc, il y a un besoin, et l'approche de la politique étrangère de notre pays, justement, l'un des principes de cette politique, c'est la conciliation entre la solidarité et le développement international. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu même la création de l'Agence algérienne de la solidarité internationale, et pour justement accompagner ce genre de projet sur le terrain et financer ces projets. Donc maintenant, avec aussi c'est-à-dire cette entente à haut niveau sur le plan politique et sécuritaire, l'Algérie est en train justement de baliser le terrain de développement au niveau du Tchad et au niveau du Niger. Alors, pour faire un peu le lien avec la deuxième partie qui sera consacrée justement aux nouvelles technologies et au numérique, M. Gessoum, le numérique peut lui aussi accompagner ces projets structurants? Alors certainement. Tout d'abord, il faut noter que ces pays qui nous sont quasiment frontaliers souffrent de problèmes de base. Les problèmes de base que l'Algérie a réussi ou a commencé à résoudre dès les années 1960. Donc nous avons une expérience, gérer les problèmes d'eau, gérer les problèmes d'énergie, gérer les problèmes agroalimentaires de base, gérer les problèmes industriels de base. Tout cela, nous, Algériens, nous, État algérien, savons faire, avons appris à faire et avons acquis une expérience dans ce domaine. Oui. Alors, nous avons aussi un domaine où nous pouvons réellement faire d'excellentes choses, je pense à la numérisation. Alors la numérisation, c'est un très grand mot. Nous pouvons aller de la digitalisation de base, nous pouvons parler d'infrastructures, nous pouvons parler d'applicatifs, nous pouvons parler d'intelligence artificielle, mais allons déjà sur le domaine de l'infrastructure. Aujourd'hui, nous avons un très grand savoir en termes de FTTH. Fiber to the Home, où nous avons atteint un chiffre extraordinaire de 3,3 millions de foyers connectés en Algérie. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous sommes allés très vite, sachant qu'en 2020, nous étions à 20 000 foyers connectés. Donc nous passons de 20 000 à 3,3 millions. Oui. Vous imaginez le saut quantitatif et qualitatif aussi, puisque nous partons d'une connexion très faible à une connexion extrêmement rapide. Tout à fait. Ceci nous montre que nous avons un savoir-faire acquis qui est énorme. Ce savoir-faire, grâce au déploiement d'Algérie Télécom et ses partenaires, nous pouvons le translater vers le Tchad, vers le Niger, vers le Mali, créer énormément de valeur là-bas, donc aider les populations à être plus connectées, mais aussi créer de la valeur pour nos entreprises et de l'export pour nos entreprises. Car d'ailleurs, si vous permettez, M. Gessoum, le projet de la dorsale transsaharienne de fibre optique aussi. Il y a la dorsale, ce projet est extraordinaire parce que ça va nous permettre de transmettre de la fibre optique et de la data, donc de la connectivité à nos amis et nos frères et nos voisins africains. Ça va leur permettre à eux d'être connectés, mais ça va nous ouvrir aussi les portes vers leur marché et les portes vers l'Afrique subsaharienne. Donc pour rebondir sur ce que disaient mes confrères ici, nous avons besoin d'avoir des pays sécurisés, homogènes, stables, pour que nous puissions nous-mêmes aller vers les pays autres que ces pays-là, donc au-delà de ces pays-là, et ouvrir les portes de nos exportations vers d'autres pays africains, bien évidemment en pensant à la ZLECAf. Très bien. Alors, M. Hassan Qassimi, le développement économique est souvent présenté comme un facteur de stabilité, comme on l'a dit. Donc, quelles mesures cette coopération peut-elle contribuer à renforcer la sécurité et répondre aux défis auxquels est confrontée justement toute la région? Vous savez, nous sommes face à un dilemme qui est d'ailleurs connu, le binôme sécurité et développement.
où on ne peut pas aller sans la sécurité ou sans le développement. Donc ce sont des phases qui sont indispensables. Donc il faut absolument sécuriser, stabiliser. Et c'est à ce titre-là que dans le cadre de la coopération avec le Mali, bien sûr, on en parlera dans d'autres émissions puisque ça va venir, la normalisation est en cours, avec surtout le Niger et le Tchad, c'est en quelque sorte des pays qui ont échappé à une situation qui était plus ou moins programmée de déstabilisation de toute la région du Sahel. Le Niger et le Tchad s'inscrivent dans une stratégie cohérente qui est actuellement mise en place par l'Algérie grâce à une architecture de développement devant stabiliser ces pays par le développement. Donc la stabilisation de ces pays par ce développement, c'est d'abord désenclaver ces pays du Sahel en leur offrant un certain nombre de services, en fournissant un certain nombre d'investissements structurels et d'investissements productifs indispensables à la croissance. Et je pourrais vous dire, pour le cas du Tchad, c'est la fameuse route qui est financée par l'Algérie sur le Tchad, d'ailleurs, si j'ai bien noté le nom, le tronçon de routier, c'est Massakouri-Ngouri, qui doit permettre de connecter le Tchad à la transsaharienne pour permettre à ce pays d'accéder à la phase maritime de la Méditerranée. Et c'est à ce niveau-là que l'Algérie offre et donne la possibilité à un pays comme le Tchad ou le Niger d'utiliser les infrastructures portuaires de Djenjen en matière d'export, d'import, Oui. de commerce et de services. Et ce sont ces investissements qui vont permettre à ces pays d'accélérer le développement, d'accélérer la croissance, de stabiliser les populations, de stabiliser un peu le climat nécessaire au développement de ces pays. Donc ce sont l'ensemble de ces facteurs que l'Algérie met à la disposition de ces pays pour leur permettre de sortir un peu d'une situation que d'autres pays, bien sûr, à côté, vivent de manière dramatique. Très bien. Donc, on a parlé de la dorsale transsaharienne de la fibre optique, et là, M. Qassimi vient de parler de la route transsaharienne, la fameuse route de l'unité africaine, comme avait pour nom à un certain moment. Il y a une commission de suivi, comme l'a souligné M. Qassimi, qui a été mise en place pour accompagner justement la réalisation de ces projets. C'est ça le tournant dans cette stratégie, c'est ce suivi. On le voit, Mohamed Achir, ça revient pratiquement tout le temps dans les conseils des ministres. C'est ce suivi qui est important. À un certain moment, parler de projet, puis plus rien ne vient après. Là, il y a un suivi régulier. Effectivement, ce suivi rigoureux d'abord, et on dit, enfin pratiquement, il y a eu plusieurs niveaux de l'État, plusieurs conseils des ministres dans lesquels le président de la République a ordonné d'accélérer la mise en pratique ou bien la concrétisation d'un certain nombre d'accords signés de mémorandum d'entente. Et je pense que c'est la première expérience même de réalisation de cette centrale électrique de 40 MW au Niger, qui a motivé même d'autres pays comme le Tchad et maintenant même le Mali, parce qu'il voit que les choses se concrétisent réellement sur le terrain. C'est pas du discours. Et surtout la vitesse de réalisation. Vous savez que la centrale électrique au Niger a été réalisée en 2 mois et demi. Donc c'est un temps record en matière de réalisation de cette centrale électrique. Et ainsi que le déplacement même des entreprises algériennes, Sonal Gaz International par exemple, mais aussi d'autres entreprises, GK parce qu'il y a un projet même qui s'est montré au niveau du Tchad, il y a des projets de réalisation d'infrastructures de base, donc il y a Considère, etc., par rapport justement pour relier à la transsaharienne le Tchad. Donc tous ces projets-là, qui concrètement ont changé un peu de posture par rapport à cette relation. Donc il ne s'agit plus d'une relation basée seulement sur des déclarations d'intention, mais sur des projets réalisés. D'où cette commission de suivi. La commission de suivi, justement, il est consacrée pour ça. Oui. Donc, avec cette commission de suivi,
Le président de la République, les messages qui ont été envoyés ont été clairs. Ouais. L'Algérie, sur ce dossier, avec les pays africains, joue sa crédibilité et joue son prestige. Et c'est là où le président de la République insiste à ce que tous les projets qui ont été décidés soient réalisés dans le respect des délais qui sont fixés. Donc vous voyez à peu près que l'évaluation du lancement de nos opérations avec ces deux pays joue un peu, nous jouons notre crédibilité, notre réputation et bien sûr notre loyauté vis-à-vis de ces pays à qui nous avons fait un certain nombre d'engagements. Oui. Alors, Monsieur Gussoum, Mohamed Achir le disait tout à l'heure, il y a certes l'énergie, mais il y a d'autres secteurs. Quels sont les secteurs, vous qui êtes dans le patronat, pourraient devenir des moteurs de coopération entre l'Algérie et de développement, surtout entre l'Algérie et ces pays africains, partenaires africains? Regardez, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous aurions dû le faire il y a 30 ans, 20 ans, 25 ans déjà. Donc nous sommes en train de rattraper un retard. Oui. Un retard fondamental dans notre relationnel avec ces pays. Donc nous étions un peu dans l'amical, oui, c'est des pays frères, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de coopération stratégique entre notre pays et ces pays-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, nous construisons une transsaharienne par la route, nous allons construire une transsaharienne par le train, mais aussi par la data. Donc ça devient quelque chose de stratégiquement homogène. Ouais. Alors, maintenant, si nous voulons parler des domaines de coopération, il y a bien évidemment les domaines de base, énergie, donc centrales électriques, probablement à un certain moment, il y aura aussi des raffineries à mettre en place, un travail minier, parce que ces pays quand même ont beaucoup de mines à leur niveau. Mais il y a aussi tout ce que nous faisons en termes d'industrie agroalimentaire que nous pouvons exporter vers ces pays-là. Nous avons aussi la petite et moyenne industrie que nous savons faire à travers un secteur privé qui est de plus en plus dynamique, qui peut exporter vers ces pays-là, mais nous avons aussi tout l'aspect industrie lourde. Nous avons la sidérurgie, où nous pouvons exporter énormément de choses vers ces pays. Nous avons le ciment, que nous pouvons exporter. N'oublions pas que le ciment, nous avons quand même à peu près 20 millions de tonnes d'excédents annuels et nous devons trouver des marchés pour cet excédent-là. Nous avons tout ce qui est Acier, urée, etc. Oui. Les engrais, tout ça. Aujourd'hui, nous allons avoir aussi également du phosphate à exporter. Donc il y a des marchés qui sont prêts à accueillir nos exportations. Et au-delà de ces marchés-là, allons chercher les autres pays subsahariens où nous avons énormément de choses à faire. N'oublions pas que nous avons installé, il y a 2 ou 3 ans, des banques au Sénégal, en Mauritanie. Et nous devons continuer avec cet épanouissement stratégique, économique vers les pays africains. Monsieur Gussoum, puisque vous êtes dans la CAPC, on profite de votre présence. Pour l'instant, le là est donné par justement les pouvoirs publics, ces gros projets structurants. Est-ce que le secteur privé aussi est mis à contribution? Est-ce que vous arrivez peut-être en coordination avec vos homologues des pays africains à mettre le doigt sur ces secteurs prioritaires dans lesquels on peut travailler et échanger? Je peux vous dire que le secteur privé est très ambitieux et recherche vraiment des marchés à l'export. Je vais vous citer un exemple tout simple. Il y a 3 ans, nous avions lancé une mission de visite en Côte d'Ivoire, et lors de cette mission, il y a eu un contrat très important d'exportation de céramique algérien vers la Côte d'Ivoire par des privés algériens. Donc le secteur privé est disponible, il est disposé et il recherche ce type d'opportunité. Donc il suffit juste de mettre en place les infrastructures de base pour que nous puissions, pour que le secteur privé puisse travailler d'une manière fluide avec ces pays et exporter avec facilité. Alors, on l'a vu, l'Algérie a toujours affirmé son engagement en faveur de ce partenariat fondé sur le développement et le respect mutuel.
Cette approche peut-elle justement devenir un modèle de coopération dans l'ensemble de la région? Là, vous êtes en train de poser une question très pertinente. Et là, au sujet de la nouvelle stratégie, il faut bien le souligner, la nouvelle stratégie de l'Algérie vis-à-vis de pays africains ou des pays voisins, suscite beaucoup de questions sur le plan international, et vous avez beaucoup de think tanks occidentaux qui sont en train de réfléchir à cette évolution, parce que d'abord l'Algérie met en place une nouvelle conception fondée principalement sur l'intégration économique, c'est-à-dire développer une ZLECAf, harmoniser toutes les législations douanières, financières, législatives sur le plan régional et sur le plan continental, pour pouvoir mettre en place des canaux de commerce entre pays africains, et surtout que c'est une intégration économique qui vise principalement à satisfaire les besoins des populations. Et là, l'Algérie, je vais vous donner deux exemples. C'est le projet d'aménagement et d'entretien du réseau routier sur le territoire nigérien, pour pouvoir avoir une continuité dans de bonnes conditions du réseau routier d'Alger jusqu'à Niamey. Et là, l'Algérie, avec ses grandes entreprises, va s'impliquer dans la rénovation et l'entretien du réseau routier jusqu'à Niamey, je le dis bien. Et ce sont ces infrastructures qui font défaut actuellement et qui constituent un handicap pour développer cette intégration économique, qui constitue l'une des priorités et l'un des objectifs les plus importants des gouvernements qui se sont engagés dans ce processus de développement. Et vous n'avez pas uniquement cela, vous avez aussi d'autres contraintes, c'est que nous sommes face à des interventions étrangères qui essayent par tous les moyens de parasiter ce processus d'intégration économique, d'intégration africaine. Et c'est là où l'Algérie plaide, a toujours plaidé, continue de militer. Et nous avons entendu les présidents tchadiens quand ils sont arrivés en Algérie, ou le président nigérien, c'est cet attachement au principe de non-ingérence étrangère, au principe de souveraineté du pays et au principe de disposer d'une autonomie de décision stratégique pour pouvoir protéger les intérêts du territoire, protéger les intérêts des populations. Ce sont ces axes de développement qui constituent actuellement des sujets de réflexion sur le plan international, parce que l'Algérie est en train d'innover. Si on prend les deux pays, le Tchad et le Niger, nous sommes en train de mettre en place une stratégie de développement et d'intégration économique qui est innovante et qui va bien sûr s'étaler à d'autres pays. Donc l'objectif de l'Algérie, c'est de mettre en place un environnement, comme on le fait pour le numérique d'ailleurs, et l'Algérie est en train de s'impliquer pour le numérique, pour aller vers un désenclavement numérique au niveau des pays du Sahel, et qui est indispensable et un préalable au développement économique de ces pays. Donc il y a une cohérence dans la démarche et dans la stratégie de l'Algérie qui actuellement fait l'objet sur le plan international de beaucoup de réflexions de la part de certaines instances de réflexion. Ouais, on a parlé de cette commission de suivi, M. Gussoum. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est celui de la coordination entre États, justement, pour la gestion de ces grands projets. On l'a vu, il y avait cette commission de suivi de la fibre optique, de la dorsale de la fibre optique, mais il y a aussi ce comité de suivi de la transsaharienne à un certain moment. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait comme ça des mécanismes de suivi et de gestion de ces infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Il est clair qu'il faut qu'il y ait une coordination entre les États, il faut qu'il y ait une harmonisation des travaux exécutés entre ces pays-là. Nous parlons beaucoup du gazoduc qui va aller du Nigeria vers l'Europe en traversant le Niger et l'Algérie. C'est un projet fondamental pour l'Algérie, le Nigeria et le Niger, mais c'est aussi un projet fondamental pour l'Afrique. Donc nous avons besoin d'une forte coordination pour que cela puisse se faire. Mais j'aimerais rajouter un point qui est très important. Les observateurs économiques dans le monde aujourd'hui disent que la croissance du monde va venir de l'Afrique. Oui. Ok. Nous avons vu beaucoup de pays africains
ces dernières années qui ont vécu des croissances à 2 chiffres. Je pense notamment à l'Éthiopie, je pense au Rwanda. Il y a des pays qui ont subi aussi de fortes croissances, le Sénégal par exemple, le Kenya, de fortes croissances. Les pays occidentaux rêveraient de telles croissances. Donc, nous, en Algérie, nous avons une croissance très décente. Mais bien évidemment, ce serait extraordinaire pour nous d'aller vers une croissance à 7-8% et pourquoi pas une croissance à 2 chiffres. Oui. Nous en avons les moyens. Ouais. Mais ce que nous pouvons faire d'ores et déjà, c'est capter une partie de cette croissance africaine. Donc nous avons les moyens d'aller vers l'Afrique. Nous sommes en train de construire les infrastructures de base structurelles pour pouvoir aller vers ces pays africains, faire valoir notre savoir-faire, faire valoir nos produits made in Algeria, et Dieu sait que nous en avons énormément. Il y a un travail à faire encore en termes de climat des affaires, en termes d'élimination de certaines contraintes qui brident ce potentiel algérien, mais je suis persuadé que nous allons à terme capturer le fort potentiel africain. Et là, cette croissance africaine, elle va se translater sur la croissance algérienne. Très bien. Alors, avant de vous libérer, M. Qassimi, une dernière question. Mais alors là, très rapidement, les principaux défis qui pourraient justement ralentir la mise en œuvre de ces accords et de ces projets, et aussi l'aspect financier pour financer ces projets. Vous savez, pour le financement des projets, la Banque africaine de développement pourrait peut-être intervenir, ne serait-ce que pour les problématiques les plus urgentes pour les populations, stabiliser les populations, apporter des projets innovants en mesure de satisfaire les besoins de ces populations. Ce sont à peu près en quelque sorte les défis les plus importants et les plus urgents et qui sont d'ailleurs pris en charge actuellement par l'Algérie qui s'attelle de manière très forte pour un peu assurer cette coordination, cette complémentarité et le règlement des problèmes les plus urgents, notamment sécuritaires. Très bien, merci beaucoup M. Hassan Qassimi d'avoir été là ce soir. Je rappelle que vous êtes expert en questions sécuritaires et migratoires. Alors, la deuxième partie justement de cette émission sera consacrée au portail national des services numériques et le développement des startups. Alors, le Conseil des ministres a placé cette semaine 2 dossiers au cœur de ses priorités, la transformation numérique de l'administration et le développement de l'écosystème des startups. À première vue, ce sont 2 sujets différents, pourtant ils semblent répondre à une même ambition, moderniser l'économie algérienne et améliorer le service rendu aux citoyens. Quel lien faites-vous, Mohamed Achir, entre ces 2 aspects? Il y a une nouvelle vision du développement qui se dégage et à travers justement ces 2 piliers qui sont la numérisation et les startups. Oui, je pense que les startups constituent un levier de développement des solutions numériques et de la numérisation au sens général. Donc, étant donné que l'économie numérique est basée fondamentalement sur l'innovation. Et donc aujourd'hui, l'Algérie justement est en train de développer tout un écosystème favorisant l'émergence et la concrétisation de ces idées innovantes pour créer des startups qui vont greffer dans un système de digitalisation. Mais la relation est toujours circulaire, c'est-à-dire la digitalisation, bien la numérisation, la digitalisation au sens large, va constituer quand même une source de développement des startups. Donc tout ce que le pays est en train de faire aujourd'hui en matière de développement de l'infrastructure d'abord numérique et de télécommunications, mais aussi cette construction des data centers, etc. Donc toute cette infrastructure va constituer quand même un terrain fertile pour l'émergence des startups. Donc la relation elle est circulaire entre les startups et le développement ou bien de la transformation numérique que connaît aujourd'hui notre pays. Donc je pense que nous sommes sur le bon chemin
le développement à la fois de la numérisation et des startups. Très bien. Alors, pour en parler, il y a notre ami Rami Zmouchi, entrepreneur en technologie et consultant, qui vient de nous rejoindre. Rami, d'abord, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. C'est nous, Rami. Alors, justement, ça vous fait quoi en tant qu'entrepreneur, en tant que start-upper déjà, de voir le lancement de ce portail national des services numériques? Alors évidemment, en tant qu'entrepreneur dans la technologie, je suis aussi ingénieur, donc je garde toujours la casquette d'ingénieur en informatique de l'école supérieure d'informatique d'Alger. Un portail comme ça permettra une évolution beaucoup plus rapide des services numériques qui sont dédiés aux citoyens algériens et aux entreprises algériennes. On voit que maintenant une grande partie des procédures se fait presque exclusivement en ligne, hein, que ce soit au niveau de l'état civil ou du CNRC, des impôts, etc. Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'Algériennes et d'Algériens et d'entreprises qui interagissent avec des portails comme ça. Maintenant, il faut d'un autre côté avoir une technologie de qualité, donc pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que ce soit fluide, rapide, parce que les Algériennes et les Algériens sont habitués quand même à une certaine qualité de service et une certaine qualité de la technologie qu'ils utilisent. Et ils aimeraient bien avoir une technologie puissante, qui ne bug pas beaucoup, qui ne prend pas beaucoup plus de temps, hein, parce que parfois on a vu que il y a eu des soucis ou parfois ça prend un peu plus de temps si on utilise certaines plateformes, mais l'idée globale, c'est que utiliser le digital pour faire les choses de tous les jours, pour travailler, pour communiquer avec l'administration, soit plus fluide et plus facile. Et c'est pour cela qu'un portail comme ça ou une technologie qu'on est en train de développer permettra de rendre la vie plus facile aux acteurs économiques et aux Algériens et aux Algériens. Très bien. Alors, le président de la République a fixé un délai d'1 mois pour achever l'interconnexion des différents secteurs de l'administration et accélérer la mise en place du portail national des services numériques. Monsieur Gsoum, quelles sont les principales conditions techniques et organisationnelles pour réussir un tel pari? Je pense déjà que ce problème n'a que trop duré. Donc, nous parlons depuis des années de l'interconnexion. Oui. Il faut savoir que nous avons fait beaucoup de progrès, de développement en termes de numérisation, mais nous sommes toujours restés face à ce mur de l'interconnexion, cette équation de l'interconnexion que nous n'arrivons pas à résoudre. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ça d'une manière claire. Non, je ne pense pas que ce soit de la résistance. Il y a quelques années, pour interconnecter, il fallait interconnecter physiquement. Donc il fallait avoir un réseau physique. Oui. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la bande passante d'Internet qui permet de faire énormément de choses. Nous avons aujourd'hui des moyens. Et je vais parler sous l'autorité de notre ingénieur qui vient de l'ENI. Il y a les moyens de créer des API entre des systèmes hétérogènes qui puissent se parler. Alors, je n'irai pas plus dans le détail technique, mais nous pouvons aujourd'hui faire parler l'état civil et le registre de commerce, par exemple, en transmettant des informations dans les deux sens. Cela se fait grâce à ce que nous appelons des API. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, nous n'arrivons pas à mettre en place ou à lancer un registre de commerce en ligne en 5 minutes? Quand je dis en 5 minutes, ça veut dire je vais sur un portail, je remplis toutes mes informations, je dis que je veux constituer une SARL, voilà, donc je suis actionnaire, voilà mon NIM, il est actionnaire, voilà son NIM, il est à 30%, je suis à 30%, Rami est à 20% ou autre, voilà le capital social, ok, et je reçois mon registre de commerce automatiquement. Tout cela aurait été possible si nous avions interconnecté l'état civil avec le registre de commerce. Alors sans parler de la justice où je pourrais vérifier aussi le casier judiciaire du gérant et tout cela. Donc il y a un ensemble à interconnecter que nous n'arrivons pas à faire depuis des années. Et croyez-moi, je me pose la même question parce que ça nous semble tellement, je dirais pas basique, mais tellement faisable que nous nous posons la question pourquoi cela n'est pas fait à aujourd'hui. Oui. Mohamed Achir, M. Gsoum l'a si bien dit, on n'a plus le choix. On doit y arriver et le faire très vite.
C'est un peu cette consigne-là du président de la République. En fixant des délais, on ne laisse plus le choix aux intervenants pour faire vite et y arriver enfin. Oui, justement. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas en quelque sorte, d'excuse pour encore proroger cette interopérabilité. Étant donné qu'avant, peut-être qu'il n'y avait pas les conditions nécessaires pour réaliser cette interopérabilité entre les différentes institutions et ministères, etc. Mais aujourd'hui, je pense que, comme l'a bien souligné Souil tout à l'heure, donc la bande passante multipliée par 10 de 2026 par rapport à 2020, en matière de capacité. Il y a eu la mise en place des infrastructures nécessaires. On a 3,4 millions de foyers connectés en fibre optique. Donc c'est très très important, quand même c'est à peu près 45% des foyers qui sont connectés, en plus de l'Internet mobile aussi. Hein. Oui. Donc on a aussi l'importation, on a importé quand même des technologies nécessaires au niveau de plusieurs départements ministériels, parce qu'il faut rappeler une chose, cette numérisation a été faite d'une manière peut-être séparée, c'est-à-dire n'était pas pensée collectivement à un certain moment. Chaque département ministériel installait son propre centre de données au data center, réalisait des plateformes, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, etc. Mais maintenant, il est temps, avec l'installation d'un data center, quand même très très important, et avec aussi la mise en place dans le cadre bien sûr de la stratégie nationale de transformation numérique de 2024. Donc il y a eu quand même la mise en place d'un certain nombre de conditions, y compris les conditions juridiques, les lois, etc., même pour la sécurité de données. Oui. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas c'est-à-dire on n'a pas le choix, comme vous dites, pour y aller vers un niveau avancé de la numérisation et interconnecter tous ces secteurs et gagner en rapidité en matière de services à fournir aux citoyens, surtout en matière de services administratifs, ou bien ce qui rentre dans la gouvernance numérique. Je reviens vers vous, donc, Rami, vous le disiez tout à l'heure, c'est important, le citoyen algérien est devenu très exigeant en termes de qualité, mais il y a aussi la réussite de cette transformation dépendra aussi de l'appropriation par les citoyens de ce genre de nouvelles technologies. Quelles actions faudra-t-il mener en matière de formation, peut-être de sensibilisation et d'accompagnement, afin que personne ne soit laissé de côté? Je pense à certaines franges de la société, notamment les personnes âgées ou qui sont dans les régions éloignées. Totalement. Moi, je pense que déjà, avec ces dernières années, on a une génération qui ne connaît que utiliser l'ordinateur et le téléphone portable. On appelle ça la Gen Z. Donc, c'est une catégorie d'âge qui sont nés en utilisant des... C'est presque naturel pour elles. Voilà, c'est presque naturel d'utiliser l'ordinateur ou le téléphone. Parfois même, ils sont surpris de faire certaines actions avec des formulaires, etc., parce qu'ils ont eu cette habitude-là. Après, pour utiliser ces plateformes-là ou ces portail, je pense qu'il doit y avoir des formations, comme vous avez dit, pour former justement les gens pour l'utiliser de la manière la plus simple possible et simplifier aussi, de notre côté, l'utilisation de ces plateformes. Ce n'est plus intéressant de faire des plateformes très difficiles ou compliquées, où il y a beaucoup de formulaires, beaucoup de champs, etc. Surtout avec l'IA, où maintenant on peut très très facilement supprimer carrément ce problème ou cet obstacle technologique, où on peut parler directement avec du texte, où on peut facilement interagir avec les différents portails. Et c'est là où les startups, c'est à elles de faire un peu cela, car elles comprennent un peu mieux les enjeux et elles sont très rapides, elles évoluent très rapidement. Parce qu'une startup, ça évolue très rapidement, ça s'adapte, il y a de l'agilité et ça permet de faire des solutions qui sont très faciles, notamment dans la formation, notamment dans tout ce qui est VR et tout ça, donc virtual reality, tout ce qui est aussi les remplissages de ce genre de choses. Mais je pense que le
vrai défi est surtout de pouvoir répondre réellement aux besoins de tout un chacun. Hein, et ça dépend à quel point on a envie d'impliquer la technologie. Mais là, je pense que dans l'avenir proche, même maintenant, il faut, je pense, qu'il y ait de plus en plus de facilité en proposant des services de qualité et qui soient plus faciles à utiliser, parce que plus compliqué, ça c'est du passé. Ouais. Et là, il faut que ce soit aussi intuitif que possible. Ouais. Alors, M. Gussoum, avant de passer justement aux start-up, concrètement, parce que c'est ce qui intéresse surtout nos téléspectateurs, qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des citoyens, de nos entreprises? Quels services seront les premiers à bénéficier de cette transformation numérique? Alors, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une réforme structurelle de notre administration. Parce que nous n'avons plus besoin de nous déplacer, d'aller, de dépenser pour aller effectuer une transaction administrative. Mais beaucoup de choses vont se faire en ligne. Alors, il faut savoir déjà que beaucoup de choses se faisaient en ligne. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin... Prenez l'exemple du passeport. Il y a quelques années, vous alliez à la Daïra avec une pile de documents et puis avec tous les va-et-vient, il manque ceci, il manque cela. Aujourd'hui, vous y allez avec votre carte d'identité biométrique, votre NIM, une photo et vous attendez quelques jours pour recevoir votre passeport. Donc ça, c'est quand même une avancée spectaculaire dans l'anti-bureaucratie. Ce que va permettre ce portail aujourd'hui, ce qu'il permet, c'est vraiment de naviguer d'un service à un autre et de solliciter un document à un autre. J'ai cité un exemple, un permis de construire aujourd'hui, vous faites sa demande en ligne. Oui. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'un permis de construire avant, c'était le croix et la bannière. Oui. Donc, nous sommes en train d'avancer sûrement. Il y a énormément de choses qui se font, c'est très bien, mais ce n'est jamais suffisant. Oui. Ce n'est jamais suffisant. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'interconnecter. En réalité, en tant que président de la CAPC, je considère que nous avons besoin d'aller aussi vers l'économique. L'économique, c'est-à-dire alléger sensiblement le climat des affaires, obtenir toutes les autorisations en ligne, tous les agréments en ligne, pouvoir obtenir mon registre de commerce rapidement en 5 minutes, pouvoir payer tous mes impôts en ligne, et cela, ça va réduire les coûts, ça va mettre en place plus de transparence, ça va réduire les délais, ça va apporter énormément d'efficience pour chaque entreprise. Et l'efficience amène directement à la croissance. Et c'est ce qu'attend justement le citoyen. Alors on passe justement à l'écosystème des startups. Mohamed Achir, président de la République, a salué justement le modèle algérien des startups, désormais reconnu même au-delà des frontières nationales. Quels sont justement les principaux atouts qui expliquent cette reconnaissance, notamment à l'échelle africaine? Oui, justement, d'abord en matière de labellisation des startups. Donc le chiffre qui a été avancé déjà par les pouvoirs publics, je pense, dépasse les 9000 startups. Ceci n'est pas plus. Il y a eu un effort considérable de la part des pouvoirs publics pour mettre en place plusieurs institutions d'accompagnement des startups. Bien sûr, après avoir mis en place le cadre juridique et institutionnel nécessaire, et cela depuis 2020 avec un ministère, etc. Donc après, c'est la concrétisation sur le terrain des espaces d'accompagnement, que ce soit les incubateurs, les accélérateurs, et puis surtout il y a eu une approche multisectorielle, donc il y a le ministère de l'enseignement supérieur, il y a le ministère des startups, le ministère de la formation professionnelle, donc il y a eu une convergence de plusieurs départements pour créer justement un environnement favorable à la concrétisation des idées, des porteurs d'idées, parce que la start-up c'est une idée innovante, et ce qui est important, c'est comment donner, c'est-à-dire fournir les conditions de sa concrétisation, que ce soit en matière d'abord de processus de labellisation, et puis d'accompagnement et de financement. Donc voilà un peu, l'Algérie justement, elle a organisé plusieurs fois des événements africains réussis, Oui. ce qui a donné quand même même une certaine visibilité pour les startups de notre pays. Oui. Et avec, Notamment le Forum
africain des startups qui se tient au rang Tout à fait. régulièrement. Donc, avec une participation quand même africaine très Très importante. forte, ouais. Il y a eu aussi quand même un accompagnement volontariste de la part des pouvoirs publics. Hein. Il y a eu même des missions de start-upers à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud. Donc tout ça, ça a encouragé quand même les porteurs d'idées donc à concrétiser, y compris on a enregistré les premières expériences d'introduction en bourse des startups. Très bien. Alors, Rami, justement, quel rôle ces startups peuvent-elles jouer aujourd'hui dans la transformation de l'économie ? Alors les startups jouent un rôle très important, elles devraient le faire, évidemment dans des sujets stratégiques que l'Algérie considère comme stratégiques. On a vu déjà depuis les 5 ou 6 dernières années qu'il y a eu un certain développement de l'écosystème startup avec la création du ministère et du fonds public des startups, ASF, Algerian Startup Fund, et de la manière dont on souhaitait développer ou créer un écosystème qui était presque inexistant. On ne va pas dire que c'était inexistant car il y avait des entreprises, des startups qui existaient avant, mais on a essayé un peu de structurer cela. On a essayé comme on pouvait, on a financé une grande partie des startups via le fonds public. On a aussi poussé les entreprises privées à s'intéresser à cela, même si l'intérêt il est quand même assez limité, mais les privés doivent jouer le jeu et doivent contribuer encore un peu plus parce que les pouvoirs publics ont ce rôle-là d'essayer de booster. Et puis la continuité doit se faire via des entreprises publiques, des fonds d'investissement, des business angels, donc c'est des individus, mais surtout c'est des entreprises privées qui peuvent et doivent, à mon avis, investir pour le développement de cet écosystème. Maintenant, le rôle de ces startups-là, la majorité qu'on a vu qui ont réussi sont dans des domaines et des sujets qui nous intéressent. Donc c'est des besoins qui existent, que ce soit pour les entreprises algériennes ou pour le citoyen algérien, dans des sujets comme la travel tech, dans tout ce qui est tourisme, dans le recrutement, dans le HR, dans d'autres sujets relatifs avec les entreprises, donc les SaaS, les Software as a Business, même si avec l'IA ça commence un peu à changer et on voit à quel point le monde va très rapidement, où le SaaS il y a quelques années c'était le big business, maintenant il est presque il agonise. Donc c'est pour ça qu'on doit aller vite. Et ce que je vois, c'est que la majorité des startups doivent s'intéresser, à mon avis, à ce genre de sujets, à des sujets stratégiques qui sont souvent et qui devraient aussi être pushed, comme on dit en anglais, par les pouvoirs publics sur des sujets, par exemple, comme l'énergie, comme les sujets pour les entreprises, etc., comme l'agriculture, l'agritech, etc. Et l'industrie, c'est un sujet extrêmement important pour optimiser. On a un tissu industriel qui se développe et l'implication des startups doit être aussi forte que possible. Et il faut d'un autre côté que les entrepreneurs ou ces jeunes start-upers soient très conscients de ce que l'écosystème a besoin en premier. C'est vrai qu'on s'inspire de plusieurs écosystèmes dans le monde entier, notamment en Asie, en Amérique latine, dans notre région et surtout en Afrique, qui représentent quand même des exemples de réussite ou au moins... Tout en essayant de les adapter à la réalité. Exactement, et on les adapte à la réalité à nous. En termes de création d'emplois, ça peut être aussi un levier... Oui, ça peut être parce que ça doit être, parce que c'est ciblé pour les ingénieurs. On a une école supérieure d'ingénieur en IA, en intelligence artificielle. On a dans la cybersécurité, etc. On a un grand pool, comme on dit en anglais, de futurs ingénieurs, de futurs cadres de ces startups-là qui en souhaiteraient seraient capables de contribuer à la réussite de ces startups-là. Et donc oui, c'est un excellent moyen de la création justement de l'emploi. Voilà. Alors justement, M. Gussoum, quels sont aujourd'hui les secteurs les plus porteurs pour les startups et où voyez-vous les opportunités, les grandes opportunités pour les prochaines années dans ce domaine justement des startups? Regardez, il n'y a pas un domaine particulier où une start-up va se développer. En réalité, une start-up est supposée... Qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up, c'est une jeune entreprise à fort potentiel de croissance avec une innovation. Donc, il y a de l'innovation. L'innovation vient d'où? L'innovation va venir du besoin. Donc, nous avons un besoin, nous allons innover. Donc, quels sont les besoins en Algérie? Nous avons des besoins en agriculture, nous avons des besoins en industrie, nous avons des besoins en intelligence artificielle, nous avons des besoins en travel tech, comme l'a expliqué Rami. Nous avons des besoins un peu partout. Donc, le potentiel de développement de la start-up en Algérie est très important. Mais laissez-moi vous donner un exemple
pour que ceux qui nous regardent puissent évaluer l'importance d'une start-up. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les GAFAM. C'est les 5 entreprises les plus importantes aux États-Unis, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ces 5 entreprises ont une valorisation. Donc, toutes ces entreprises ont démarré en tant que start-up. D'accord. Aujourd'hui, elles ont une valorisation de presque 16 000 milliards de dollars. Alors, pour que nous puissions, pour illustrer cette valeur de 16 000 milliards de dollars, ces 5 entreprises ont approximativement une valorisation de 1,8 fois la valeur Euronext européenne, qui est la plus grande bourse européenne. 1,8 fois cette valeur européenne. Ces 5 entreprises représentent en valorisation la valorisation totale des 5 bourses européennes les plus importantes. Vous voyez, 5 entreprises qui ont démarré en tant que start-up. Voilà. Donc, si nous prenons, et vous avez posé la question de l'emploi, Microsoft à elle seule emploie plus de 220 000 employés. Donc, voyez ce qu'un écosystème start-up qui a démarré il y a 30 ans apporte aujourd'hui aux États-Unis. Alors, il se dit aussi que les start-up aux États-Unis, l'écosystème start-up apporte à peu près 30% de la croissance aux États-Unis. Ce qui est quand même énorme. Et c'est ce que nous souhaiterions voir arriver à terme en Algérie. Il y a un écosystème qui s'est mis en place, il y a un écosystème qui se développe, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cet écosystème, mais il est clair que nous avons un potentiel de croissance qui est énorme, notamment à travers la technologie et à travers les bases que nous avons mis en place, école d'intelligence artificielle, école de cybersécurité, école de nanotechnologie, école de mathématiques, école de drones, et tous ces génies qui vont arriver de ces écoles vont être les précurseurs et les leaders dans le domaine des startups dans l'avenir. De quoi donner espoir et faire rêver les jeunes qui nous regardent. On me dit qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Donc je vous remercie, messieurs, d'être venus ce soir. Je rappelle que nous avions avec nous M. Souheil Ghessoum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et expert en économie numérique. Nous avions avec nous Mohamed Achir, notre consultant. Et surtout, merci à vous de nous avoir rejoints, Rami Zemouchi. J'espère vous revoir très bientôt. Vous êtes entrepreneur en technologie et consultant. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2 qui avait avec nous ce soir, et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.